Bienvenue à tous pour cette soirée arctique. Je vais vous emmener dans le Grand Nord et soyez pas trop surpris par moment ma parlure d'école de la parlure française pour s'en aller dans une parlure un peu plus colorée. Je vous souhaite une bonne soirée et puis après, à la fin du spectacle, tout le monde pourra rallumer sa caméra, ceux qui veulent, et on pourra échanger si vous le souhaitez. Merci encore à Isabelle pour son accueil, pour son invitation. Merci à vous tous d'être là et merci à Gabriel aussi pour son accompagnement technique et tous les préparatifs. Tuluktani, aïe, 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 aïe. Tuluktani, aïe, 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 aïe. Kukulukai, ani, kukalupa, kukulukani, kukalukpa, uluktani, aïe, aïe, kuluktani, aïe, aïe. Au tout début du monde, les hommes et les animaux vivaient ensemble dans les mêmes maisons. À cette époque-là, la parole était magique. Il suffisait de dire une chose et la chose était là. Un jour, le renard, il a eu envie d'aller voler de la viande dans les cages de viande des hommes. Il est sorti au dehors de la maison de neige et quand il a été dehors, il a dit « Tark, tark, tark ». Ce mot-là veut dire noir. Immédiatement, il y a une grande obscurité. Et le renard a pu aller voler, manger toute la viande dont il avait envie. Oh, c'était bien pour lui. Mais pas pour le lièvre. Lui, le lièvre, pour pouvoir manger, il faut qu'il voie clair, pour pouvoir trouver les bonnes petites baies, les bonnes petites herbes. Alors à son tour, il est sorti au dehors de la maison de neige. Oublork, oublork, oublork. Ce mot-là veut dire clarté. Immédiatement, il y a une grande lumière. Et le lièvre a pu aller chercher, trouver, manger, se rassasier de toutes les petites baies et les herbes dont il avait envie. C'était bien pour lui. Sauf qu'ils n'ont pas été d'accord. Alors ils ont commencé à faire une espèce de bataille, une joute verbale. Tac, bloc, tac, bloc, tac, bloc, tac, bloc. Ça faisait nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Je ne sais pas si vous imaginez, mais pour ceux comme vous, comme moi, qui marchent debout sur deux jambes, c'était complètement mêlant. Heureusement, au bout d'un moment, ils se sont mis d'accord. Et à partir de ce moment-là, le jour et la nuit se sont alternés exactement comme aujourd'hui. C'est depuis ce temps-là que le jour et la nuit et la nuit. La grand-mère racontait des histoires comme celle-là. La grand-mère, elle habitait à la périphérie de l'habitat, à la périphérie du campement. Comme elle était trop âgée pour aller à la chasse, quand les chasseurs revenaient, les pourvoyeurs avec de la viande, ils lui ramenaient toujours les morceaux qu'on donne aux aînés. Et puis, à la belle saison, elle avait l'art d'aller ramasser des tisanes. Ronces petit mûrier, camarine noire, thé du Labrador. Et quand les gens venaient la visiter, elle faisait des tisanes et elle racontait des histoires. Un jour, il y a le petit Tilili l'orphelin. Il est venu vivre chez la grand-mère. Qui dit orphelin, dit pas de père, pas de mère. L'enfant était habillé tout en peau de chien. Mais oui, pas de père. Pas de peau de phoque, pas de peau d'ours, pas de peau de caribou. Quand un chien était trop vieux ou qu'il s'était blessé, alors on faisait une prière pour accompagner son souffle et ensuite la peau. On la donnait à la vieille. Elle avait même fabriqué des chaussettes en peau de lièvre à l'enfant pour que ses pieds soient toujours au chaud. Vous avez déjà touché de la peau de lièvre? C'est soyeux, c'est doux, comme une joue de maman. Les pieds de Tilly étaient toujours bien au chaud, mais s'il avait appris à chasser comme chassent les femmes,
Il rêvait d'aller chasser avec les hommes. Est-ce que vous savez comment chassent les femmes? Elles chassent en posant des collets. Et ceux de Tilili étaient toujours bien garnis. Ils ramenaient tellement de renards, de perdrix, ils avaient toujours de quoi manger. Tilili se disait, si je vais chasser avec les hommes, c'est sûr, je vais apprendre à manier le harpon, le hayark. Je ramènerai beaucoup de viande. Mais pour ça, il faudrait déjà que j'en ramène beaucoup plus que ce que je ramène aujourd'hui. Comme ça, les hommes, ils se diraient, Tilly est habile. Oui, Tilly est malin. Qu'est-ce qu'il ramène comme viande? Emmenons-le avec nous. Un matin, quand Tilly est sorti, il a vu les chiens. Tout autour du campement, il y avait deux groupes qui revenaient. Ils étaient allés chasser pendant toute la nuit. Tilly s'est dit, c'est ça, je vais faire comme eux. Je vais aller chasser au-delà de mon territoire. Comme ça, je ramènerai beaucoup plus de viande. Ce même jour, hop, tous les collets dans la besace et il est parti à la chasse. Il a marché, marché, marché jusqu'à arriver à la limite de son territoire. Et là, il a eu un moment de suspens. De l'autre côté, elle ne savait pas du tout ce qu'il y avait. On disait qu'il y avait des grosses têtes qui roulent et qui dévorent les chasseurs seuls. On disait aussi qu'il y avait des petites personnes. Celles-là allaient en troupeau, mais elles gardaient aussi les chasseurs seuls, ou les enfants aussi parfois. Oh, mais l'envie de ramener beaucoup de viande était plus forte que tout. Alors Tilili a continué de marcher, jusqu'à ce qu'il arrive dans une grande plaine. Là, il s'est dit, c'est bien. Il a pris son temps, il a posé ses pièges un à un avec beaucoup de soin. Quand ça a été fait, il est rentré à l'habitat. 2 jours, ça suffit. Et au bout de 2 jours, il a tout retraversé. Et quand de loin, il a reconnu l'endroit où il avait posé les pièges, son corps a commencé à fourmiller. Il était tout énervé. Il part à courir, courir, jusqu'au premier piège. Le piège était tout brisé. Le cuir était tout éparpillé partout par terre. Il va au deuxième, au troisième, quatrième. Tous les pièges avaient été brisés. Il ne comprend pas, il cherche des traces de pas, mais il n'y en avait pas. Il a remis tout ça dans sa besace et il est rentré à l'habitat. Quand la grand-mère l'a vu arriver, Tilly a vidé ce qu'il y avait dans sa besace. Quand elle a vu tous les pièges brisés, celui-là est fou. Il veut qu'on meure de faim? Non, grand-mère, celui-là a tout trouvé comme ça. Alors c'est comme c'est. Elle n'a rien rajouté. Elle s'est baissée, elle a ramassé toutes les lanières de cuir, puis elle est allée s'installer au fond sur la plateforme. Elle a attrapé son nécessaire à couture, elle a farfouillé dedans jusqu'à trouver des tendrons bien longs, bien durs. Et après ça, avec son aiguille d'os, elle a réparé des collets et elle faisait des points tellement serrés. On aurait dit que le cuir avait été comme poinçonné par le métal. Le lendemain matin, quand Tilly s'est réveillée, tous les collets étaient là qui l'attendaient. Il a poussé la fourrure qui lui servait de couverture, il a avalé de l'eau chaude, mange du matarque, enfile sa parka, hop, tous les pièges dans la besace. Et il repart à la chasse. Il a marché, 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 marché. Il a dépassé la plaine où il avait d'abord posé ses premiers pièges, jusqu'à ce que de loin, au milieu de cette plaine, il voit une tête énorme. Oh, pas une de ces têtes qui roulent, non, une énorme colline. Elle était là comme une tête qui trônait au milieu de la plaine. Tilly s'est dit, c'est bien. Là, c'est sûr, avec la pente, les animaux vont se faire attraper. Il a choisi un versant. Il a grimpé
Et ensuite, il a trouvé une pente parfaite. Il a posé ses pièges un à un avec beaucoup de soin. Et puis, il est rentré. 2 jours, il revient. Il est tout énervé. Il pense déjà à tout ce qu'ils vont avoir à préparer avec la grand-mère. Il a son corps qui fourmille de la tête aux pieds. Avec la pente, il grimpe, il grimpe. C'est comme s'il ne la sentait pas. Quand il arrive sur le bon versant, tous les pièges avaient été brisés. Il n'y avait même pas une touffe de poils, même pas une plume, rien. Le vent avait tout balayé. Pas de trace de pas. Tilly a goûté la neige et le peu de glace qu'il y avait là, au milieu des pierres. Ça avait un goût de métal, ça ne changeait rien. Bon, il a ramassé toutes les lanières de cuir, hop, dans la besace, et redescend jusqu'à l'habitat. Quand il est arrivé, la grand-mère l'attendait. Quand elle l'a vu rentrer, alors, il a vidé ce qu'il y avait dans sa besace. Alors la grand-mère a vu toutes ses réparations brisées. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Les gardes-manger sont vides. On n'a presque plus rien. Je comprends pas, dit Lily. J'ai tout trouvé comme ça. Il n'y avait pas de traces du tout autour. Alors c'est comme c'est. Et elle n'a rien rajouté. Elle a ramassé toutes les lanières de cuir brisées et elle est allée s'installer au fond sur la plateforme. À nouveau, elle a pris son nécessaire à couture, farfouillé dedans. Elle a fait des points tellement serrés. On aurait dit que le cuir avait été comme poinçonné par du métal. Le lendemain matin, quand Lily s'est réveillée, c'était pas la peine de parler. Tout l'attendait. Il a poussé la fourrure qui lui servait de couverture. À nouveau, il a bu de l'eau chaude, mange du matarque, enfile sa parka, ramasse tous les pièges et repart à la chasse. Et il a marché ce jour-là, comme il savait même pas que ses jambes étaient capables de le porter aussi loin. Si Lily était encore presque un enfant, il a marché jusqu'à arriver dans une combe. Ça faisait comme un creux, comme un nid de neige. Ah, il s'est dit là, c'est bien, c'est parfait. Il a posé ses pièges un à un, mais cette fois, chaque fois qu'il posait un piège, il imaginait le passage de l'animal. Il paraît que ça aide. Et ensuite, il est allé se promener 2 heures. Ça suffit 2 heures, c'est ce qu'il s'est dit. Au bout de 2 heures, il était tout énervé. Il arrive en courant, il court, il arrive. Premier piège, c'était la même affaire. Tout était brisé partout par terre, le cuir était éparpillé, mais juste à côté, il y avait une trace de pas. Oui, le vent n'avait pas eu le temps de tout balayer et la trace de pas remontait tout le long des pièges qui avaient tous été brisés. Ah, comment vous dire, à ce moment-là, toute la colère qui était restée à l'extérieur de Tilly, de voir la trace de pas d'un seul coup, ça l'a rempli complètement. Il a ramassé toutes les lanières de cuir en suivant les traces de pas. Les traces de pas montaient vers le nord. Il a vu un campement avec 2 petites maisons, une de chaque côté. Et il a pris la mesure de la place, la mesure du vent. C'était bien parce que les chiens ne pouvaient pas le sentir. Il s'est approché tout à côté. Et là, dedans, il a entendu un homme qui riait, qui fêtait, avec 2 ses filles. Ah, c'était sa viande qu'il mangeait. Il s'est rapproché encore. À ce moment-là, l'homme a senti quelque chose dehors et s'est tourné vers son aîné. « Fille, va donc voir dehors ce qui se passe. » Alors Tilly, quand il a entendu ça, il a fait claquer son nez, il a étalé le sang sur toute sa face pour se faire comme un masque. Et il a entendu la fille qui avançait dans le tunnel. Il l'a attendue. Et quand la fille a passé la tête, ah!
Elle est tombée morte de peur. Il l'a attrapée par les épaules, il l'a tirée sur le côté. Il est revenu se poster pour écouter. L'homme dans la maison, il voit pas son aîné revenir. Il se tourne vers la cadette. « Hey fille, va donc voir dehors ce que fait ta sœur. » Elle enfile sa parka comme sa sœur. Et Tilly, quand il entend ça, il fait claquer son nez et cette fois, il étale le sang jusque sur les bords de son vêtement. Il revient se poster pour écouter. Il entend la fille dans le tunnel. Il l'attend. Et quand la fille passe la tête, elle tombe morte de peur comme sa sœur. Il la tire juste à côté. Et là, il se sent très différent. Oui, oui, il est tout léger. Il tourne des talons et commence à marcher vers le sud. Il marche, et c'est vrai qu'il était léger. Mais sans s'en rendre compte, il a commencé à trotter. Et dedans, il était léger, mais il y avait comme quelque chose d'assez fin et d'assez aigu. S'il avait pris le temps d'écouter, il aurait senti la lame de couteau dedans. Il marchait, 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 jusqu'à ce qu'il entende dans son dos un espèce de craquement, de grondement. Il se retourne. Oh! Il y avait une colonne de feu qui montait de la banquise jusqu'aux nuées. La colonne de feu, c'était l'homme, le maître du feu, l'homme de la maison. Quand il a trouvé ses deux filles mortes dehors, c'est lui que la colère a pogné. Immédiatement, il s'est transformé en colonne de feu et de haut, de loin, il a vu l'enfant qui marchait, enfin qui trottait sur la banquise. Il a commencé à le suivre. Tilly, quand il a vu ça, il est parti à courir, courir, courir. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il pouvait. À un moment donné, il sent une espèce de souffle chaud dans son dos. Il a tellement peur, il attrape ses gants, il les jette en l'air. Les gants tombent par terre. Ils aboient, ils aboient. La colonne de feu s'arrête. Elle laisse les gants aboyer. Et quand les gants sont trop fatigués pour aboyer, la colonne de feu les dévore et elle continue de suivre l'enfant. Tilly, il court, il court, il court, il court. Quand il sent une espèce de souffle chaud dans son dos, il attrape sa toque, il la jette en l'air, qui tombe par terre. À nouveau, elle part à aboyer, à aboyer. La colonne de feu s'arrête. Elle laisse la toque aboyer et quand la toque est trop fatiguée, elle la dévore et elle continue de suivre l'enfant. Tilly, il a tout tiré. Il s'est déshabillé en entier, la parka, la veste, le pantalon, les camiques, les chaussettes, même le nati, la petite culotte qui est arrivée tout nu à la maison. La grand-mère, quand elle l'a vu comme ça, elle a tout de suite compris. « Passe-moi la pierre !» Il y avait une pierre à l'entrée de la maison de neige. L'enfant l'a prise, l'a donnée à la vieille qui l'a mise au milieu de la maison de neige. Immédiatement, la maison de neige est devenue une maison de pierre. Et la colonne de feu, elle a tourné, tourné, tourné autour. Elle a cherché un passage, mais il n'y en avait pas. La maison était complètement fermée. Au bout d'un moment, elle est partie. On ne l'a plus jamais revue. Mais Tilly, il avait appris une chose, c'est que ça ne sert à rien d'aller chasser au-delà de ton territoire. Non, vraiment à rien. Tilililac, tigougac. Tilililac, tigougac. Tilililac, tigougac. Awa, awa, awa. On était au tout début du printemps. Il y avait un immense troupeau de caribous qui montait vers le nord. À la tête du troupeau, il y avait une femelle au poil miel, avec des grands bois qui montaient vers le ciel. Dans le troupeau, toutes les mamans avaient eu leurs petits. Il y en avait une qui passait son temps le nez au vent. Elle sentait dans le fond de l'air quelque chose de sucré, de suave. Voisine, 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 tu sens cet appel? Je suis sûre que si on allait vers le sud, ça ne prendrait pas de temps. On trouverait la bonne mousse, la bonne herbe. Ça nous donnerait du bon lait pour nos petits.
Est-ce que ça te dit? Oh non, vas-y si tu veux, pas moi. La maman caribou, elle continuait de traverser tout le troupeau, de voisine en voisine. Voisine, voisine, voisine. Tu sens dans le fond de l'air cette odeur sucrée, suave. Je suis sûre que si on marchait vers le sud, ça prendrait pas de temps. On trouverait de la bonne mousse, de la bonne herbe. Est-ce que ça te dit? Oh, non, 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 non. Non, vas-y si tu veux, pas moi. Je reste ici. La maman caribou, elle a fini par rien dire, prendre son petit avec elle, et elle est partie sur le côté. Et c'est vrai, ça n'a pas pris de temps. Entre la glace et la neige fondue, elle a trouvé une belle talle de mousse grise. Elle a commencé à manger. Et pendant qu'elle mangeait, son petit la tétait. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés les loups. Ils étaient deux sur un surplomb. Sans même se regarder, ils ont évalué la distance. Sans même se regarder, hop, ils se sont élancés. Un coup de gueule, elle était morte. Un coup de gueule, elle était mangée. Il restait rien. Enfin, il restait un grand désastre. Et puis le petit qui était là, tout tremblant, qui comprenait trop ou pas assez ou pas vraiment bien. En tout cas, il cherchait son air. Manges-tu? Non, il n'y a rien à manger là-dessus. Regarde ça, il y a juste la peau et les os. Non, par contre, on va te donner un nom. Tu vas t'appeler Akana. Puis tu bouges pas de là, parce qu'on reviendra. Dès que les loups ont eu nommé Akana, ils sont repartis par l'endroit où ils étaient arrivés. Dès qu'ils ont été assez loin, Akana s'est redressé, il s'est élevé, il a titubé. Il cherchait son air, fallait qu'il s'éloigne de là, il marche, et tout d'un coup, un peu plus loin, quand même un bon moment de là où ça s'était passé, il trouve une talle de mousse grise, la même mousse que sa mère mangeait. Il s'est approché, il a reniflé, il en a pris une bouchée, puis il a commencé à mâcher. Sa mère faisait ça. Il a recommencé, plus il mâchait, plus il écrasait la mousse entre ses dents, plus ça se mélangeait à sa salive. Ça faisait comme une espèce de doux lait sucré qu'il a avalé. Il a trouvé ça bon. Il mange, et en mangeant comme ça, il voit la grande chaîne de montagnes qui faisait tout le tour de la plaine. Ça lui a donné une idée. Il est allé jusque dans les premiers bas-reliefs de la montagne. Il a cherché un sentier. Il en a trouvé un. Il commence à monter, à grimper, à escalader. Glisse, se rattrape, reprend. Il s'est entraîné toute la journée. Avec la noirceur, il est redescendu et il s'est couché au même endroit. Et là, le lendemain matin, c'est le soleil qui l'a réveillé. Et là, quand il a eu le soleil qui lui a tapoté sur le nez, et quand Akana a été redressé, à nouveau, il a vu la grande chaîne de montagnes qui faisait tout le tour de la plaine. Cette fois, ça l'a complètement décidé. Oui, à partir d'aujourd'hui, c'était entendu. Tous les jours, il irait s'entraîner. Il a mangé, et il est retourné dans le piémont de la montagne. À cet endroit, il a trouvé un pierrier. Monte, glisse, pas pratique, reprend, trouve des gros rochers, petits, moyens. Et puis, chaque jour, ses pattes devenaient de plus en plus solides. Chaque jour, ses sauts étaient plus hauts, plus longs. Et Akana grandissait. Il était maintenant de la taille d'un cheval. Oui, avec une fourrure miel, des grands bois qui montaient vers le ciel. Et à cette époque-là, il était capable de grimper tout en haut de la montagne. De cet endroit, il aimait beaucoup cet endroit parce qu'il voyait loin, jusqu'au bout, jusqu'à l'endroit où la terre devient molle à la belle saison. C'est à cette époque-là qu'ils sont revenus, les loups. Aka n'a pas bougé. Il les a laissés s'approcher. Quand ils ont été à une bonne distance, « Hey! Attendez!
Je vous propose un jeu. Vous me devez bien ça, un jeu. T'entends, il veut qu'on joue. Tu veux qu'on joue à quoi? Je vous propose une course. Juste une course. D'accord. C'est même toi qui vas donner le départ. À ce moment-là, les deux loups sont venus se poster de chaque côté d'Akana. On a vu les trois corps s'arc-bouter, les pattes se tendre, et puis tout d'un coup, go, c'était parti. Akana filait comme le vent. Et les loups derrière, ils chuaient, ils bavaient, ils n'arrivaient pas à avancer. Akana était rendu au milieu de la plaine, que les loups n'avaient pas fait 300 mètres. Akana était rendu au bout de la plaine, que les loups avaient presque pas bougé. Akana était rendu en haut de la montagne, que les loups n'étaient pas en bas. C'est pas normal, ça. Hein? Un caribou qui court vite comme ça, plus vite que le vent. Il est sorcier. Il est chaman. Ils étaient tellement vexés, ils ont lancé ce bruit partout dans la plaine. C'est pas gênant de lancer une rumeur. Mais une fois que la rumeur est lancée, il faut la vérifier. On était à la fin de l'été, à la 5e saison. C'est à ce moment-là que le Grand Conseil des animaux s'est rassemblé au complet. Il y avait le peuple de la mer, le peuple de la plaine. Il y avait les baleines bleues, les rorquals, les baleines à bosse, les orques, les narvals, les belugas. Il y avait les phoques marbrés, les phoques annelés, les phoques mouchetés, les navagas, les ombles chevaliers. Tout ce qui vole au-dessus de la mer était là. De l'autre côté, il y avait Nanook. Il n'était pas seul. Ils étaient en groupe. Il y avait les bœufs musqués, les loups, les renards, les lagopèdes. Même les petits lemmings étaient venus en bande. Et naturellement, tout ce qui vole au-dessus de la terre. Il y avait un grand brouhaha, mais quand on a vu arriver et qu'on a reconnu les bois d'Akana, il y a eu un grand silence. À ce moment-là, le cercle s'est ouvert. Akana est rentré dans le cercle. Et puis, à ce moment-là, derrière lui, le cercle s'est refermé. Akana n'a pas bougé. C'est Nanook, l'ours blanc, qui s'est levé le premier. Il était comme un espèce de chien fou, une colonne de poils blancs. Akana n'a pas bougé. L'ours a fait un pas. Akana aussi. Akana a baissé la tête. L'ours en a profité. Il a bondi. Akana a donné un coup de bois et l'ours est retombé de l'autre côté, les reins cassés. Après ça, ça a été le tour des bœufs musqués, des loups. Tout le monde repartait, échymosé, tout épluché, une oreille en moins, plus de queue, les morses, ils avaient les dents cassées, les narvals, la corne de travers. En tout cas, ça a été comme ça pendant tout un temps. Puis, ça s'est calmé. C'est toujours comme ça dans ces moments-là. Il y en a qui veulent s'essayer, d'autres qui ne sont pas d'accord, puis d'autres qui attendent que ça se passe. Quand il n'y a plus personne du tout, le cercle s'est ouvert. Et à ce moment-là, Akana est reparti bien tranquillement. Il a vécu tellement longtemps qu'il a vécu plus longtemps qu'un homme. Taima, taima, cette histoire s'arrête là. Papa, 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 papa. J'ai rêvé que j'allais à la chasse aux phoques. Papa, papa, papa. J'ai rêvé que je retrouvais mon frère là sur la banquise à la chasse aux phoques. Papa, 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 papa. Je suis rentrée dans mon embarcation. Papa, papa. Et j'ai commencé à bagayer, 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 à me glisser entre les morceaux de glace. J'ai vu passer un éclat, un dos.
J'ai laissé l'embarcation dériver, j'ai esquillé doucement entre deux glaçons et quand je me suis rapprochée de l'endroit, j'ai levé ma main en l'air, j'ai retenu mon souffle. Manqué dans l'eau. Il n'y avait que des ronds. J'ai remonté mon harpon. C'est pas gênant. On continue. Bahaya, 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 Bahaya. Je suis passée à côté d'un grand morceau, grand presque comme une montagne. J'ai vu des morses, mais je ne me suis pas approchée. C'est pas ce que je cherchais. Je cherchais un phoque. Bayaha, bayaha, bayaha. J'ai vu un dos, une tête. Il était tout tranquille. Il est même monté sur la banquise. Alors, pagaille, pagaille, sans faire de bruit. Godille, godille, pagaille, godille. Je laisse l'embarcation dériver, j'attrape mon harpon, je retiens mon souffle, je me fais aussi léger qu'une plume et... Manqué, il a plongé. Tant pis, je remonte mon harpon. Continuons plus loin. Justement, pas très loin de là, c'était un petit phoque, mais bien assez gros déjà pour moi. Il était tout détendu. Je me suis dit, c'est bien. Alors j'ai pagayé. Bahaya, 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 bahaya. Et quand j'étais assez près, j'ai laissé l'embarcation dériver, godiller entre les morceaux de glace. J'ai pris mon harpon. J'ai plus respiré. Manqué. J'ai remonté mon harpon. Je suis tannée. C'est assez. Je vais rentrer. Aujourd'hui, j'aurais pas eu de phoque. Mais j'aurais une histoire, peut-être même une chanson. Taïma, taïma, cette histoire-là s'arrête là. Peut-être que vous allez à la pêche, mais je ne suis pas certaine de savoir si vous savez ce que c'est qu'une chabotte. Oui, une chabotte. Oui, une chabotte. Oui, c'est laid, c'est très très laid. Ça a des gros yeux globuleux. Pour ceux qui ne savent pas, une bouche plate qui part en avant, c'est bossu avec plein de petits picots sur le dos. Et ça n'a pas une queue, mais une espèce de petit plumeau. Un jour, dans un lac, il y avait une chabotte qui nageait. Elle était bien. Elle voit de la lumière qui descend de la surface, alors elle remonte le long de la lumière. Et quand elle arrive en haut, elle se met sur le dos. Elle fait la planche, quoi. Comme c'était une fille chabotte, elle faisait la naïade. Tourne d'un côté, tourne de l'autre. En tournant comme ça, elle voit un caribou au bord du lac. Oh, elle plonge, elle nage entre deux eaux, jusqu'à ce qu'elle voit bien clairement ses deux pattes avant dans l'eau. Là, elle sort la tête d'un côté. Ah, sac de viande, regarde-toi comme t'es laid. Quelqu'un m'a parlé, j'ai rien entendu. Il a continué à mâcher l'herbe. Mais la chabotte était vexée. Elle plonge, elle vient jusque sous son nez, elle sort la tête d'un coup. Elle l'a pas dit longtemps, il l'avait sous le nez, baisse la tête, donne un coup de bois, virevolte en l'air, tombe par terre. Elle avait la queue dans la poussière. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, fais quelque chose pour moi. Le caribou était un bon gars. Hop, il a redonné un coup de bois. La chabotte est retombée dans le lac. Et dans le fond, elle a retrouvé ses esprits. À force de tourner, dès qu'elle s'est retrouvée enlignée, elle a repensé au caribou au bord du lac. Alors elle a recommencé à nager en direction du bord jusqu'à ce qu'elle voie ses deux pattes avant dans l'eau. Et là, elle sort la tête. Ah! Sac de viande, regarde-toi comme t'es laid. Quelqu'un m'a parlé, j'ai rien entendu.
Il repart à manger l'herbe. La chabotte, elle plonge, elle vient jusque sous son nez. Mais avant de sortir la tête de l'eau, elle prend une coulée d'eau, là, avoir des ballons de chaque côté. Et quand ça c'est prêt, elle sort la tête d'un coup et elle l'a tout aspergé de la tête aux pieds. Il était trempé, sec mouillé, sec. Elle l'a pas dit longtemps. Il a donné un coup de bois, elle a virevolté en l'air, tombe par terre, bat de la queue dans la poussière. Il dit, tu peux bien broyer tout ce que tu veux, parce que je vais te manger. Et vous savez quoi? C'est ce qu'il a fait. Et vous savez quoi? Elle était meilleure qu'un biscuit au chocolat. Au tout début du monde, Corbeau et Arfan vivaient dans la même maison. Corbeau, comme Chouette Arfan, était blanc, 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 blanc comme la neige. Ils étaient tellement blancs qu'on les confondait. Alors la chasse était bonne. Et le reste du temps, quand ils chassaient pas, ils jouaient. Ils jouaient au bilboquet, ils jouaient aux osselets. Les osselets faisaient comme des petites figurines. Ils mettaient les petits os devant, ça faisait les chiens. Les os longs, ça faisait le traîneau. Les petits os moyens, ça faisait eux. Et ils faisaient la course dans la maison. Un jour, Corbeau dit, ah, ça suffit, j'en ai assez de faire ça. Aujourd'hui, je vais te peindre un nouveau vêtement. Mais j'ai un beau vêtement. Oh, dit Chouette Arfan, il est très beau, mon vêtement. Oui, 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 j'ai pas dit ça, mais je vais te faire un vêtement comme on n'a jamais vu, ni ici ni ailleurs. Un beau vêtement de cérémonie. Est-ce que ça te dit? Oh, d'accord, a dit Chouette Arfan. Qu'est-ce que je dois faire? Viens te mettre au milieu, écarte les ailes. Et c'est ce que Chouette Arfan a fait. Elle s'est installée au milieu de la maison de neige, pendant que Corbeau allait chercher une poche de cuir avec de la suie dedans. Et avec un morceau d'os, il a commencé à faire toutes sortes de petits points en nappe, des gris foncés, des gris clairs, des gris moyens. Il a fait le dos, le devant, le ventre, la tête. Et quand ça a été terminé, c'est parfait, tu peux bouger. Alors, Chouette Arfan a regardé. Oh, c'était beau. Oh, elle est même sortie au dehors de la maison de neige, il y avait un grand morceau de glace. Elle s'est regardée dedans. Elle était tellement contente qu'elle est rentrée, elle a pris une paire de bottes toutes neuves pour Corbeau. Tiens, oh, 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 Corbeau les a passées. Oh, 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 je suis beau, moi aussi, je suis beau, je suis beau. Oh, elle lui allait parfaitement. Oh, je suis. Ah oui, 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 c'est à moi, d'accord, d'accord. Bon, il vient se mettre au milieu. Écarte les ailes. D'accord, j'écarte les ailes, j'écarte les ailes. Oh, 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 je suis beau, je suis beau. Oui, oui, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Je bouge pas. Je suis beau, je suis. Oui, 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 je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Mais je suis beau, hein, je suis beau. Oui, je suis beau. Oui, je bouge pas. Arrête, Corbeau, de bouge. D'accord, d'accord. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Je suis trop beau. Au bout d'un moment, Chouette Arfan était tellement tannée, elle a pris la poche de cuir et poc, sur la tête à Corbeau. Et la suie noire a dégouliné, dégouliné, dégouliné par tous les côtés, jusqu'aux pieds. C'est depuis ce temps-là que Corbeau est noir, 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 noir comme la nuit, noir comme aujourd'hui. Et c'est depuis ce temps-là que Chouette Arfan a ce si beau vêtement. Ulurtani, aïe, 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 aïe. Ulurtani, aïe, 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 aïe. Tulurtani, ani, aïe, 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 aïe. Ulurtani, aïe, 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 aïe. Vous m'avez écouté? Vos oreilles ont voyagé. J'ai voyagé avec vos oreilles. Vous
avez voyagé avec ma voix. Je vous rends vos oreilles, je reprends ma voix et continuons de partager nos souffles si vous voulez échanger. Merci beaucoup.